Et pour cette émission exceptionnelle, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Yassine Ouelid, le ministre délégué chargé des startups et de l'innovation, qui a accepté de répondre à la mitraille de questions que lui préparent nos chroniqueurs. Tout ça et bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica, juste après ceci. Amateurs de sciences, de high-tech et de digital, Médiatique, votre nouvelle émission sur la 3, est faite pour vous. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, club étudiant, recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel et ses chroniqueurs, chaque jeudi, de 17h à 19h, en direct sur Radio Alger Champs. Je vous le disais en préambule, c'est un invité exceptionnel que nous allons recevoir dans quelques instants dans l'émission. Il s'agit de M. Yassine Ouelid, le ministre délégué chargé des startups et de l'innovation. Il est hélas encore coincé dans les bouchons, mais les avantages d'avoir 2 heures d'émission, c'est qu'il peut débarquer à n'importe quel moment. Et évidemment, nos chroniqueurs, qui sont venus nombreux pour l'occasion, ne vont pas hésiter à le harceler de questions. Karim, pourquoi cette émission est importante ? C'est important parce qu'on a tout le temps, on le vit souvent et chaque jour, on reçoit des questions de la part des fans de pages, sur les réseaux sociaux ou bien sur direct, sur par exemple comment créer une start-up, c'est quoi un label, c'est quoi le label, pourquoi il a été fait, quelle est la différence entre label d'innovation et label start-up. Toutes ces questions, nous avons pensé qu'il était très important d'y répondre et directement parce qu'on a ouvert sur la page Reda, on avait ouvert aux fans. On peut la rappeler, alors c'est Médiatique à la fin Alger chaîne 3. Voilà, on a proposé aux gens de poser toutes les questions veulent qu'on transmette au ministre. Et là, on aura l'opportunité de poser toutes les questions qui peuvent éventuellement aider n'importe quel jeune start-up ou des personnes ou des étudiants à lancer leur activité. Et là, c'est l'occasion de ne pas rater. D'ailleurs, je profite pour remercier monsieur le ministre d'avoir accepté. C'est extrêmement rare qu'un homme politique, encore une fois, vienne comme ça, se jette dans l'arène et accepte de jouer le jeu et de recevoir des questions qui ne sont absolument pas préparées, bien évidemment. Bien évidemment. Et voilà, je compte sur vous pour être les plus percutants, les plus pertinents possibles. Et le but, encore une fois, c'est de sortir dans 2 heures avec quelques neurones en plus, comme dirait un ami. Jalal Bouabdallah, notre expert national en cybersécurité, mais pas que. Écoute, aujourd'hui, c'est l'occasion de discuter avec le ministre par rapport à des sujets d'actualité. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, on parle beaucoup de start-up, de labels. C'est vrai que depuis 2-3 ans, c'est un mot qui est à la mode, qui est surtout. Exactement. En fait, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais discuter avec le ministre et lui poser, donc voir un petit peu ce phénomène ou cette mode d'entrepreneuriat et de start-up. Où est-ce que ça en est, où en est la stratégie, comment on est en train de gérer les octrois des labels, comment ça se passe, comment on arrive à juger qu'un projet est innovant ou pas. Est-ce que cette start-up, je pense que mes autres collègues chroniqueurs vont parler aussi de financement, comment on peut garder en vie une start-up. On sait bien qu'une start-up a une moyenne de vie, corrigez-moi si je me trompe pas, c'est qu'il y a une moyenne de vie de 2 ans à 3 ans, sauf si elle est bien entretenue financièrement, bien sûr. Karim nous parle souvent du taux d'échec qui est faramineux, c'est-à-dire sur un nombre bien défini de projets innovants, tous, encore une fois, ne connaissent pas le succès au final. Oui, mais c'est une bonne chose, c'est-à-dire on ne peut pas apprendre une chose qu'on ne doit plus oublier si on ne tombe pas dessus, c'est-à-dire si on n'a pas un échec. L'échec, c'est en arabe, c'est un apprentissage qui coûte cher. C'est-à-dire on ne peut pas apprendre à faire des échecs en allant à l'université ou à prendre des cours. Donc la meilleure façon plutôt d'apprendre à ne plus faire d'erreurs, à réussir sa start-up, c'est de commencer et d'avoir un échec et de refaire. J'avais eu le plaisir de couvrir l'Imagine Cup de Microsoft, c'était en 2015 je pense ou 2016 au Bahreïn.
Et j'avais rencontré un entrepreneur là-bas qui était multimilliardaire, que j'avais croisé justement dans le hall. On avait discuté, c'était passionnant. Et il m'avait dit qu'il avait coulé 6 ou 7 entreprises avant de trouver le bon projet qui lui a permis d'un coup d'atteindre les cimes et le succès qu'il a connu. Exactement. Donc, l'échec est formateur, en fait. J'allais rebondir sur ça. En fait, l'échec est formateur. La plupart du temps, les gens cherchent le succès sur Google, mais ne cherchent jamais le mot échec. Je pense qu'il y a une fois, Michael Jordan, on lui a posé une question, on lui a dit oui, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, tous les buts, mais il leur a dit, est-ce que vous pouvez me poser des questions, j'ai raté. Ou au baseball aussi, c'était pas extraordinaire. Donc même Jordan a connu sa période d'échec. Exactement. Donc dans une Space Jam aussi, on peut lui reprocher Space Jam. Tout à fait. Une start-up n'est pas que des succès, mais c'est aussi des échecs. Tout à fait. Et c'est à partir des échecs qu'on apprend. On apprend à se relever, à ne pas refaire les mêmes erreurs. Et ça nous permet d'avancer et de corriger. Peut-être que ça n'a pas marché dans la première startup, ça marchera dans la deuxième, et ainsi de suite. Jusqu'à, comme tu viens de le dire, un milliardaire qui a, au bout de sa 6e ou sa 7e startup, où il a pu trouver le bon projet et le bon business plan, ainsi que voilà. Il y a même une fois un business angel. Alors c'est Mohamed Lamine Boulfelfel. Un business angel aux États-Unis qui a dit moi je n'investis jamais dans la première start-up d'un entrepreneur. Ah ouais, voilà. S'il n'a pas eu d'échec auparavant, parce qu'il dit du moment qu'il n'a pas déjà entrepris, il n'a pas eu d'échec, il ne connaît pas beaucoup de facettes de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Parce que l'entrepreneuriat c'est pas une vie facile tous les jours. C'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagement. Il faut vraiment focaliser sur ceux qui réussissent d'un coup. C'est arrivé. Zuckerberg, le gars qui a inventé Chatroulette, etc. Ça a marché tout de suite, mais c'est vraiment infinitésimal. C'est un cas sur 1 million où ça a été tellement disruptif, tellement ingénieux que ça a fonctionné tout de suite. Même Steve Jobs n'a pas eu l'échec. Il en a eu, lui. Il en a eu, hein. Franchement, il en a eu. Si tu peux les compter sur les doigts d'une main ou 2 mains, c'est que c'est vraiment rare sur les 7 milliards ou plus d'habitants sur la Terre. Donc, il faut juste croire en son projet, essayer de le faire et avoir une base solide. C'est-à-dire, la base, elle peut être façonnée par des années dans une entreprise à apprendre, à connaître... vos parcours respectifs en sont la preuve. Je pense à celui de Jalal qui a touché à toutes les strates, encore une fois, de l'informatique, du hard au soft, en passant... Tu as tout fait, en fait. Bah écoute, c'est pas la poterie, j'ai pas tout fait. C'est ta modestie qui parle. J'ai pas tout fait. Écoute, si tu as commencé dans un cybercafé pour finir en fait, ce qui est intéressant en cybersécurité. Écoute, ce qui est intéressant, de renommée internationale. Voilà. Écoute, ce qui est intéressant, je pense, dans une carrière et surtout pour quelqu'un qui veut se lancer, on m'a toujours posé la question pourquoi tu te lances pas, pourquoi t'as pas lancé ta startup, pourquoi t'as pas lancé ton projet. Je dis, je réfléchis toujours à quelque chose qui peut être innovant, quelque chose qui peut améliorer plus ou moins, disons, la vie quotidienne ou quelque chose qui peut rapporter un plus. Et je rebondis sur ça, sur une carrière. Donc tu me dis, j'ai touché. Oui, ce qui est intéressant, c'est que j'ai touché aux techniques. J'ai touché aux sales, j'ai touché au marketing, à la com, au management. Et ça me permet de connaître... Une vision globale, encore une fois. Voilà, c'est ça ce qui est intéressant. Donc maintenant, un entrepreneur, et je reviens un petit peu sur notre sujet d'aujourd'hui, un entrepreneur qui voudrait lancer, donc il faudrait qu'il connaisse un petit peu, disons, ces côtés-là, parce qu'on ne va pas naître entrepreneur. Donc voilà. Et effectivement, les joies du direct, monsieur le ministre vient de pénétrer dans le studio comme ça. Bonjour. Est-ce que quelqu'un Je fais le tour de table. peut lui céder sa place? Oui. Je peux rester debout. Là, mais il n'en est pas question. Tfaddal. Marhaba bik, monsieur le ministre. Shukran. Sarkala, ça va? Oui. Non, sur ce jour, elle était terrible. Hein. Spécial. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve une start-up qui pourra nous régler ces histoires de... Oula, je pense qu'elle fera fortune tout de suite. On lance un appel, je pense qu'il faudrait lancer un appel par rapport à une start-up qui pourrait nous régler cette histoire d'encombrement. Effectivement. Effectivement. En tout cas, monsieur le ministre, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour votre confiance, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre émission. Alors, le concept est assez spécial, c'est-à-dire que vous avez plusieurs chroniqueurs, là, ils vont se relayer autour de la table, chacun dans son domaine
d'activité et ils vont pas se gêner bien évidemment pour vous harceler, pour vous mitrailler de questions et on compte sur vous bien évidemment pour y répondre avec sans langue de bois. Hein. Pour les mitrailler de réponses. Pour les mitrailler de réponses. Avant de leur donner la parole, moi j'aimerais, si vous le permettez, m'intéresser un peu à votre parcours parce qu'il est quand même intéressant. Alors vous êtes né en 93 à Masker. Et vous êtes en fait médecin à la base. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, ça c'est l'ancien ingénieur que je suis qui est devenu journaliste, qui adore poser ce genre de questions, qu'est-ce qui a suscité le déclic? Qu'est-ce qui a suscité cette volonté de changer de vie alors que vous aviez un parcours tout tracé en médecine? En fait, c'est pas du tout étonnant dans le sens, enfin pour moi qui a été dans le domaine médical, parce que énormément de personnes qui ont fait le même cursus que moi se sont retrouvées dans des secteurs qui sont complètement différents du secteur médical. Donc c'est très connu, hein, les médecins souvent sont dans des secteurs qui sont très loin de leur spécialité. Je pense que la raison c'est parce que le cursus est tellement long qu'on a du temps de faire autre chose en parallèle. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, au niveau du ministère, on reçoit plein de médecins start-upers. Hein. Donc je pense pas du tout que je suis quelque chose, enfin que c'est un parcours très particulier parce que aujourd'hui il y a de plus en plus de médecins qui font autre chose que la pratique médicale. Mais cette volonté d'entreprendre, c'est ce que j'essaie de comprendre. Elle était là dès le départ, dès les prémices de vos études, ou c'est venu vraiment, c'est un concours de circonstances, c'est des rencontres? Moi je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir entreprendre pendant qu'on fait des études. C'est une chance qui ne se représente pas après parce que bon, quand on termine le cursus, ce n'est plus le même, on va dire, environnement, ce n'est plus la même volonté. Mais c'est vraiment une chance. Aujourd'hui, par exemple, nous au niveau du ministère, on essaie d'encourager beaucoup de jeunes étudiants à entreprendre. Parce que souvent c'est là où on a encore une volonté d'acier, où on est obligé d'être très à cheval sur la maîtrise du temps, sur on n'est pas blasé par la vie. Exactement. Donc souvent c'est vraiment une période de la vie où c'est très propice, on va dire, à l'entrepreneuriat. Et pour vous, les nouvelles technologies, ça coulait de source en fait? Oui, enfin comme aujourd'hui beaucoup de jeunes Algériens addicts aux nouvelles technologies. Vous savez, nous on est quand même un pays où la jeunesse est vraiment très avide des nouvelles technologies. Hein. Il n'y a qu'à voir un peu les statistiques au nombre de smartphones, nombre de personnes connectées, etc. Donc moi, comme tous les autres jeunes Algériens, on est passionné par les technologies. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est passionné par les technologies. C'est des degrés. Donc vous pouvez même trouver des personnes de 70 ans, 80 ans, sont passionnées de technologie, mais c'est des degrés. Donc là, il y a certaines personnes qui restent juste au stade de consommateur et d'autres personnes qui essaient de passer au cap. Il faut juste voir la progression des smartphones en Algérie en même pas 10 ans. Hein. C'est passé de l'accessoire, en fait, pour personnes qui avaient les moyens, à un outil qui est presque indispensable. Effectivement. Aujourd'hui, on a quand même un des taux de pénétration de smartphones le plus élevé de la région, enfin de l'Afrique. Je pense que je veux juste voir chacun a combien de téléphones. Alors j'en ai deux, je pense. Moi j'en ai un seul. Mais la plupart des Algériens ont 2 smartphones aujourd'hui. Donc vraiment, on est à un taux de pénétration. J'ai vu les derniers chiffres qui tournent dans les 55%. 60%. Ah non, en fait, on est à un chiffre qui dépasse les 120%. On est à 150%. Et là, vraiment, en Algérie, c'est très difficile d'avoir le chiffre parce qu'il est probablement beaucoup plus important que les chiffres officiels parce qu'il y a beaucoup de smartphones qui rentrent, comme vous le savez, par qui manquent le c'est courageux de le dire. Hein. Kaba. Voilà. Non, mais voilà, c'est un peu le quotidien des Algériens. Donc aujourd'hui, toute cette fébrilité, cette envie de nouvelles technologies se transforme qu'on passe du stade de consommateur au stade de producteur de contenu, au stade d'innovateur. Ça serait formidable d'opérer cette transformation digitale à terme. On en parle depuis tellement d'années. Vous êtes optimiste, monsieur le ministre? Oui, je suis extrêmement optimiste. Il y a qu'à voir un peu l'engouement aujourd'hui qu'il y a autour des nouvelles technologies. Surtout avec le Covid, hein, parce que bon, un mal pour un bien, aujourd'hui le Covid a accéléré la transformation numérique de tous les pays du monde. L'Algérie n'est pas en reste. Tout à fait. Donc oui, je suis optimiste. Il y a aussi qu'à voir par exemple les derniers chiffres le nombre de transactions e-commerce on en parlait lors de la précédente émission. Voilà, qui a quand même beaucoup augmenté et je pense que cette année il va augmenter de manière beaucoup plus importante que l'année dernière. Dans certains secteurs, hein, aujourd'hui, on va peut-être bientôt faire l'annonce, mais dans certains secteurs, certaines entreprises publiques aujourd'hui génèrent plus de chiffres sur les transactions électroniques que sur les agences. Ah, voilà. C'est surprenant. Donc c'est vraiment surprenant. Entreprise publique. Oui, entreprise publique. Là, je ne parle même pas du secteur privé ou voilà. Donc autant, je pense aujourd'hui. Qu'est-ce qui a justifié ce changement de paradigme? Est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que les gens ont enfin compris qu'il fallait s'y mettre tout simplement? Moi, je pense que c'est une question de nécessité. Hein, quand on est dans une situation où les gens ne sortent pas.
à cause du Covid. Donc beaucoup de gens se sont adaptés et c'est là où on remarque que les habitudes des consommateurs changent. Donc moi je l'ai dit, je pense l'année dernière et je continue à le penser. L'année 2021 va être l'année du numérique en Algérie. On sent vraiment qu'il y a un changement. Bien sûr, il y a effectivement beaucoup d'attentes de la part de tout le monde, hein, notamment en matière d'infrastructure, de qualité de la connexion Internet, de démocratisation des solutions de paiement, etc. Donc il y a effectivement un retard qu'on a enregistré, qui ne date pas d'hier, hein, c'est un retard qu'on cumule depuis 20 ans. Mais depuis une année, on assiste vraiment à une accélération. Et c'est ça ce qui nous rend un peu optimistes. Parfait. Petite pause et on revient tout de suite. Médiatique, présenté par Reda Menassel chaque jeudi de 17h à 19h sur Radio Alger 3. C'est Monsieur Yassine Oualid, ministre délégué chargé des startups et de l'innovation, qui va être notre invité durant ces 2 heures exceptionnelles de médiatique. Alors, on vous expliquait le concept en première partie d'émission. Nous avons des chroniqueurs, chacun brillantissime dans son domaine d'activité, et chacun, évidemment, Monsieur le ministre, va vous poser des questions. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. Alors, à tout seigneur, tout honneur, ce sera Jalal Bouabdallah. Alors, Jalal, évidemment, est une personnalité incontournable, hein, du petit monde de l'IT. Il a exploré toutes les strates un peu du domaine. Donc, Jalal, quelle est ta question pour le ministre? En fait, moi, je rebondis un petit peu. Je voudrais poser une question où Monsieur le ministre a déjà parlé d'entrepreneuriat. Donc, je voulais savoir, on parle beaucoup d'entrepreneuriat en ce moment. Donc, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneuriat est aussi populaire auprès des jeunes? Ça, c'est de 1. Et faut-il des qualités particulières pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Ou est-ce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend? Alors en fait, aujourd'hui c'est vrai qu'on remarque vraiment un engouement des jeunes pour l'entrepreneuriat, mais quand on en arrive aux chiffres, en Algérie, malheureusement, durant des années, on n'a pas été un pays où les gens entreprennent beaucoup. Juste pour vous donner un peu une idée du problème, aujourd'hui on est à la moitié, en nombre de création d'entreprises, on est à la moitié de la moyenne mondiale. Wow. Donc c'est vraiment paradoxal parce que quand on voit un peu on est à 4 nouvelles créations d'entreprises pour 10 000 personnes. Donc ce n'est pas très important. C'est peu, hein. C'est très peu. En fait, c'est ce qui est très très paradoxal parce que quand on voit un peu les efforts qui ont été mis en place dans le passé pour encourager la création d'entreprises, notamment les programmes connus, hein, ONCEJ, CNAC, Angem, etc. On remarque qu'ils n'ont pas effectivement atteint leur objectif dans le passé parce que c'était beaucoup plus une politique sociale plutôt qu'une politique qui vise à créer de l'emploi, créer de la richesse. Voilà. C'est pour ça qu'on a assisté effectivement à la création d'entreprises qui avaient un taux de mortalité extrêmement élevé et voilà, aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que les différents programmes qui ont été menés dans le passé étaient des échecs, voilà, pour ne pas appeler les choses autrement. Donc aujourd'hui nous, ce qu'on essaie d'insuffler, c'est vraiment une nouvelle manière d'entreprendre, donc plutôt que les mécanismes qui ont été testés et dont l'État a mis vraiment beaucoup de moyens, beaucoup de fonds qui n'ont pas donné grand-chose. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de pousser les bonnes personnes à entreprendre. C'est vraiment les personnes qui ont acquis suffisamment de compétences, qui ont capitalisé un peu de l'expérience au niveau des entreprises, mais aussi surtout les personnes qui ont des compétences qui sont donc des universités algériennes, qui pour un certain nombre d'entre eux préféraient partir à l'étranger pour différentes raisons. C'est un peu ça aujourd'hui, cette nouvelle classe d'entrepreneurs qu'on a envie de voir en Algérie. C'est notamment pour ça que le sujet des startups revient à chaque fois dans les plans du gouvernement, dans les engagements du gouvernement, et c'est pour ça que ce sujet est devenu aussi important. Aujourd'hui, on croit qu'il y a effectivement une classe d'entrepreneurs qui est en train d'émerger, qui est plus ambitieuse, qui a une maîtrise sur les nouvelles technologies, qui est plus ouverte sur le monde, et qui a envie de créer de la richesse et de l'emploi en Algérie. Donc voilà, pour revenir à la question sur l'entrepreneuriat, donc aujourd'hui, nous, en tant que ministère, on est en train de travailler sur les 2 volets, en même temps sur comment on peut faciliter la création d'entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, hein, en Algérie. Créer une entreprise, c'est vraiment un chemin du combattant. Il y a certaines actions qui ont été faites qui sont quand même assez louables. Hein.
C'était la deuxième question. Ah ben je vais pas vous gâcher la deuxième question. Non, mais pas du tout. Je vais passer rapidement. Non, mais Voilà. allez-y. C'est au contraire, c'est très important. Nous avons également beaucoup travaillé sur le cadre réglementaire pour le rendre plus flexible, notamment avec les startups. Vous avez récemment vu un peu toutes les mesures qui ont été mises, l'exonération fiscale, toutes les procédures qui ont été mises mis en place pour un peu faciliter le cadre réglementaire au profit notamment des startups. On va en parler plus en détail. Je vais en parler plus en détail, effectivement. Et puis sur l'autre volet aussi, sur comment développer des mécanismes de financement qui sont plus à même à répondre aux besoins. Là, je pense aussi, on va en parler parce que c'est un gros sujet. Tout à fait. Parce que le financement, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Pour une entreprise, donc voilà. Je pense que c'est la chose la primordiale en plus de l'expérience de l'entrepreneur. Mais pour vraiment résumer un peu ma réponse aujourd'hui, on a besoin de créer plus d'entreprises. Ça c'est évident, c'est inéluctable. Donc, quand on regarde un peu cet engouement, ça nous réconforte parce que il n'y a que l'entreprise qui peut créer de la richesse. Moi je dis souvent quand on reçoit les startups au niveau du ministère, on le fait très régulièrement. Donc très souvent on organise des rencontres avec les startups. Enfin, on voit beaucoup de startups. Et souvent il y a avec la question on n'aimerait pas prendre beaucoup de votre temps, etc. Et à chaque fois on redit la même chose. C'est nous qui sommes en train de prendre de votre temps. Au niveau des ministères et des administrations, nous faisons que consommer de la richesse. C'est au niveau de l'entreprise qu'on crée de la richesse. Donc c'est ce paradigme qu'il faut comprendre, c'est son changement de paradigme qu'il faut comprendre. Donc c'est au niveau de l'entreprise où la richesse se crée. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de plus d'entreprises et on a besoin d'une classe d'entrepreneurs qui est plus, on va dire, plus ambitieuse. Et qui permettra sans doute de créer de la richesse, de créer de l'emploi. Donc les objectifs un peu de différentes mesures que nous avons prises pour la relance économique. Voilà. Jalal, ça te va? Oui, ça me va comme réponse. Donc si vous me permettez, donc juste en parler de start-up, donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'avantages, ou dire de mesures d'accompagnement pour les start-up. Ça a été plus en théorie. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a été mis sur la réalité du terrain. En ce moment, moi je vous mens pas. Moi j'ai des gens qui m'ont posé, dès qu'on a dit qu'on allait recevoir le ministre. On a reçu une batterie de questions. On nous dit en ce moment, ok, on est parti. Des gens qui sont partis au niveau des banques. On dit non, on n'a pas reçu de notes. On ne sait pas. Aux impôts, même chose. Donc on aimerait bien que vous leur confirmiez que voilà. La communication intersectorielle. En fait, la communication, c'est un gros sujet. Hein, qui dépasse notre secteur, qui est aujourd'hui un problème de fond. Hein. Mais aujourd'hui, pour résumer un peu l'action de notre gouvernement, aujourd'hui, il y a une procédure qui a été faite, qui est relativement simple, donc qui concerne en premier lieu l'obtention du label startup. Donc c'est un document qu'on donne, qui est une sorte de passeport en fait que les startups peuvent avoir, et qui leur permet d'avoir accès à des avantages fiscaux et également à demander un financement auprès de ASF, Agile Startup Fund, voilà, qui est un fonds d'investissement qui finance les startups. Je vais peut-être détailler le mode de financement après. Donc aujourd'hui, au niveau des services des impôts, ils ont reçu les textes d'application, ils ont même reçu des notes explicatives. Et aujourd'hui, si un service d'impôt dit à une startup, peu importe en Algérie, qu'elle n'a pas le droit à avoir des avantages, c'est qu'il n'est pas en train d'appliquer les lois. D'accord. La loi, elle est très claire, la loi de la c'est bien 2021. C'est bien de le dire. Exactement. La loi, elle est très claire. Les startups sont exonérées d'impôts, donc d'IBS, de TAP, etc., de TVA, 5% de droits de douane. C'est écrit d'IRG pour 5 ans. Après, à partir de la date d'obtention du label. C'est extrêmement clair. Ils ont tous les services d'impôts du pays ont reçu le texte d'application. Ils ont même reçu très récemment, enfin il y a 2 mois, de la part de la direction des impôts, une note explicative où on leur explique exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que on a eu le besoin de non seulement promulguer la loi et le décret d'application et on a même fait une note. Donc franchement, si avec ça, il y a des startups qui n'arrivent pas à avoir des exonérations. Mais au moment T, Alors, Iman Merad. Oui, mais au moment T, quand il y a quelqu'un qui arrive et qu'on lui dit non, mais nous on n'a pas de note, alors en fait, dans ce... Très bien. En fait, il y a beaucoup il y a quelques cas effectivement de startups qui se sont confrontés un peu à la bureaucratie au niveau local, et on est intervenu.
On a eu il n'y a pas longtemps un cas à Tipaza et c'est réglé. Mais je veux dire, aujourd'hui, nous, notre population cible, qui est celle des startups, n'est pas énorme. Hein. On parle de startups en Algérie, c'est pas 1 million de startups. Voilà. Donc, c'est des startups qui viennent souvent vers nous, qui nous envoient des mails et on intervient à chaque fois. Mais de manière générale, par rapport aux instances, je pense que ce n'est plus un problème. On a plus de plaintes depuis, je pense, plusieurs mois. Donc, c'est définitivement réglé. Par rapport à la procédure d'obtention de label, la procédure se fait entièrement en ligne. Donc la procédure se fait entièrement en ligne. Il y a un formulaire qu'il faut remplir. Voilà, un formulaire et un certain nombre d'informations qu'il faut fournir. Voilà. Et les personnes peuvent même recevoir le label chez eux. En fait, on fait l'envoi du label pour les personnes qui sont loin d'Alger. Aujourd'hui, on n'opère que depuis le ministère. Reçoivent le label chez eux. Très bien. Donc voilà. il y a une commission en fait qui se réunit, qui statue encore une fois sur la pertinence du projet et qui délivre ce fameux label. Elle ne statue pas sur la pertinence du projet. En fait, on n'évalue pas la pertinence du projet. Je ne sais pas si je peux m'étaler sur ce sujet parce que c'est un gros sujet. Vous avez une heure. C'est un gros sujet. Monsieur le ministre, on est là pour ça. Voilà. Le label, en fait, c'est une manière pour nous de dire, de donner ses avantages aux entreprises qui le méritent. Donc, il faut un effort de recherche et de développement. Mais comment les définir justement? Alors, en fait, on a un certain nombre de critères qui sont purement objectifs, et quelques-uns qui sont, bon, je n'ai pas envie de dire subjectifs, mais qui nécessitent à ce que la personne justifie. Par exemple, hein, je vous donne certains exemples. Donc, les critères objectifs sont clairs. C'est-à-dire qu'il faut avoir maximum 250 employés pour être... parce que plus de 250, vous n'êtes pas une start-up, c'est sûr. Vous devez avoir... voilà, pas du tout. Voilà. Vous devez avoir également moins de 8 ans d'existence, un chiffre d'affaires qui est défini par le comité de labellisation, qui a été défini cette année à 500 millions de dinars. Voilà, c'est les critères qui sont purement... il y a un autre critère objectif aussi, c'est le capital. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être détenu à plus de 50%, il doit être détenu à au moins 50% par une personne physique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que de grosses boîtes créent des filiales. C'est un peu une manière de... des startups pour profiter des avantages fiscaux. Exactement. Sauf pour les entreprises, les startups, qui arrivent à avoir des financements auprès de fonds d'investissement régulés. Voilà. Donc là, on tolère à ce qu'ils aient moins de 50% du capital, comme dans tous les pays du monde. Voilà. Félix et Flo, des autres critères qui sont les critères d'innovation, etc. Alors même dans ces critères-là, il y a aussi des sous-critères purement objectifs. Par exemple, si vous avez un brevet d'invention, vous êtes automatiquement accepté. Si vous êtes incubé au niveau d'un incubateur privé ou public ou universitaire, vous avez automatiquement le label. D'accord. Voilà. Ça c'est bon à savoir. Ça veut dire que si vous passez par l'un des incubateurs, n'importe lequel, on regarde même pas le projet, vous avez automatiquement le label. L'incubation, la vérification a déjà été faite. Après tout le reste, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire, moi je n'ai pas de brevet et je ne veux pas partir chez un incubateur. Là aussi, on a d'autres critères qui sont entièrement objectifs. Par exemple, si la startup elle est dans le secteur du numérique, il suffit juste qu'elle nous envoie un proof of concept, même pas un prototype. Par exemple, si elle a développé une application, elle nous envoie un lien vers le Play Store ou la APK. Juste, on vérifie que la chose existe. Tout à fait. Et elle est automatiquement éligible. Donc, ça veut dire que concrètement... Même si, disons, si l'entreprise a 20 ans d'expérience, 20 ans d'existence, et elle a développé une application innovante. Alors là, on regarde l'existence juridique. Donc voilà, donc il faut confirmer. Donc il y a des critères, disons, sine qua non dès le départ. Donc c'est la porte d'entrée. Donc si là, une entreprise a plus de 8 ans d'existence, exactement. Écarté directement. Exactement. Donc comme vous le voyez, on n'évalue pas en fait le projet. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, c'est le marché qui décide. D'accord. Non, c'est des critères qui sont... Pourquoi je vous ai posé la question? Parce que c'était le cas dans les à Sidi Abdallah par exemple, au Cyberpark, il y avait la commission qui était chargée de vérifier la viabilité des startups. C'est d'ailleurs pour ça que nous on accepte automatiquement ceux qui passent par des incubateurs. Parce que ils sont déjà passés par les commissions des incubateurs. Exactement. Voilà. Exactement. Ceux qui ont des brevets d'invention, par exemple, c'est automatiquement. Donc voilà, on sait que s'ils ont été validés par l'INAPI, c'est que ou l'AMPI, hein, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont même des brevets d'invention à l'international. Absolument. Donc, parce que il faut quand même préciser quelque chose de très important. Les startups ne sont pas que dans le numérique. Voilà. Parce qu'en Algérie, il y a pas qu'en Algérie, hein, on fait l'amalgame entre startup et numérique. Les startups, ce n'est pas que dans le numérique, dans l'électronique, dans l'agritech, dans plein de sujets. Plein de secteurs. Voilà, dans plein de secteurs pour qu'on se mette d'accord. Voilà. Même si effectivement aujourd'hui, ceux qui font le plus de bruit sont ceux qui sont dans le digital. Voilà. Donc comme vous le voyez, les critères sont extrêmement simples. La procédure dure minimum 1 jour, maximum 15 jours. Il y a des personnes qui ont le label le lendemain de leur demande. Ça laisse rêver. Exact, bien sûr. Ça, c'est... Pourquoi? Parce qu'elle se fait en ligne et le comité se réunit chaque 15 jours. Voilà.
qui se réunit chaque 15 jours. C'est-à-dire que si vous déposez 3 jours avant la réunion du comité, vous l'avez en 3 jours. Il y a des personnes qui l'ont le lendemain. Ça dépend. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner un peu une idée sur la chose. Et puis aujourd'hui, avec les incubateurs, parce qu'on a de plus en plus d'incubateurs qui se créent, juste pour vous donner une idée, le nombre d'incubateurs en Algérie a doublé en 6 mois. Donc il y a vraiment un engouement notamment à cause des avantages fiscaux, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, c'est une activité qui en... Je pense que c'est votre 3e question. C'était la 3e question. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est carré. Parce que c'est excellent. C'est excellent. On est un petit peu dans la même, dans le fil de la discussion. En fait, j'allais dire, dans l'histoire de l'éligibilité pour avoir ces labels et pour dire, ok, on va avoir un label start-up ou projet innovant. Moi, ce que je voulais savoir un petit peu, les personnes qui sont, l'expérience de ces personnes qui constituent ce comité. Oui. Est-ce qu'ils ont cette expérience de start-up? Est-ce qu'il y a des gens sont entrepreneurs eux-mêmes? Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des success stories ou des fail stories qui ne peuvent travailler sur ça et dire ok, moi je sais que ce projet-là, donc en dehors du fait que ok, il est dans le numérique, donc je lui donne par défaut directement. Donc ça, très bien. Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, comme je l'ai dit, ces personnes-là ne sont pas là pour dire si ce projet est bon ou pas. Exactement. Voilà. Ils sont là pour statuer sur des critères que je viens de citer. Ils sont juste là pour dire ça mérite le label. Après, c'est des personnes qui vous pouvez le lire d'ailleurs dans le décret, qui doivent justifier une expérience dans une nouvelle technologie, la recherche scientifique, l'innovation. Quand je l'ai dit, les start-upers, ce n'est pas que dans le numérique. Voilà. Le profil de ces personnes-là, vous pouvez le voir. On ne veut pas des noms, on veut juste savoir est-ce que c'est des gens qui. Je peux vous donner des noms, pas de souci. Moi, j'ai pas de non, pas du tout. En fait, j'ai tellement pas de problème avec ça qu'on a publié les profils et les CV de chacun. Carrément. Voilà. On les a publiés, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a des personnes qui étaient dans la recherche scientifique, dans les microélectroniques, il y a un qui était dans les robotiques, il y a un qui est devenu ministre d'ailleurs. On avait un membre du comité qui est aujourd'hui au gouvernement. Je vais vous donner une info. Et puis, alors, c'est des personnes qui ont, quelques-uns ont déjà créé des startups. Voilà, pas tous. Mais voilà, c'est un comité pluridisciplinaire où chacun a un profil qui nous intéresse. Là où c'est important d'avoir un comité pluridisciplinaire, c'est que souvent, en fait, ces membres du comité, mis à part la labellisation, ils font un travail qui est encore plus important. C'est qu'ils sont nos ambassadeurs au niveau des autres ministères. Et ils font vraiment un effort extrêmement important pour régler les problèmes des start-upers au niveau des différents ministères. Par exemple, le représentant, l'expert qui a été désigné par le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui, il est en train d'aider les startups dans l'agritech à pouvoir accéder à du foncier, à accéder à des fermes pilotes, à développer des choses avec des entreprises publiques, etc. Celui qui est dans le domaine de l'industrie est en train d'aider des startups à par exemple, homologuer leurs produits, à avoir des accréditations, etc. Donc ce n'est pas juste, il ne faut pas voir juste ça juste comme la procédure administrative pour avoir c'est vraiment le travail qui se fait en amont. Parce que nous, notre rapport ne s'arrête pas juste au fait de délivrer le label. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui viennent vers nous pour régler des problèmes d'ordre purement administratif. Parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, en Algérie, le principal frein à l'entrepreneuriat, c'est l'administration. Bureaucratie. Voilà. On va pas le dire. Donc c'est ça un peu l'intérêt d'avoir un comité pluridisciplinaire avec des personnes qui ont vraiment leur poids dans les ministères. C'est des experts qui ont été désignés par les ministères qui ont leur poids. Après, alors je vous donne une info. On a également présenté une nouvelle modification du décret qui a instauré un peu ce comité, qu'on a d'ailleurs présenté à toute la communauté start-up. GAN, enfin tous les acteurs du numérique, les chercheurs, etc. Et aujourd'hui, le comité s'élargit aussi et va également avoir des membres qui ne sont pas externes, qui ont des expériences. On va avoir par exemple avoir des personnes qui vont représenter le patronat, des personnes qui vont représenter la recherche scientifique, des personnes qui vont représenter le mouvement associatif, etc. Des gens avoir l'avis de personnes externes et qui ont déjà eu des expériences. Alors en fait, il faut savoir un truc. On a toujours demandé l'avis de personnes externes. Toujours, on l'a toujours fait. Sauf que les personnes qu'on sollicitait avant n'avaient pas le droit de délibérer. C'est-à-dire qu'ils ne participaient pas dans les délibérations. D'accord, ils donnaient un avis. Voilà, mais maintenant, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est des personnes qui vont délibérer. Voilà. D'accord. Donc c'est des personnes qui vont désigner et qui vont pouvoir délibérer. Je veux juste insister sur quelque chose de très important. Aucun modèle n'est parfait. C'est-à-dire qu'on parle d'un modèle où on admet dès le départ qu'il a ses imperfections. Et on va essayer de le peaufiner progressivement pour qu'il réponde aux demandes et aux exigences de chacun.
Un texte n'est pas le Coran. Évidemment. Il peut être modifié aujourd'hui, on peut l'arranger après-demain, etc. Donc c'est ça ce que je veux dire. Parce qu'il y a des personnes qui, quand ils voient un texte réglementaire, ils disent ah non, ils auraient dû faire ça. Un texte, il peut être modifié demain, après-demain. D'ailleurs, la preuve, on l'a fait. Et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui, exactement. Parce qu'aujourd'hui, le temps juridique doit aussi s'adapter un peu au temps économique. Exactement. Voilà. Alors, deuxième question, monsieur le ministre. On est, je pense, à 5 ou 6 questions. Alors, Imen Merad. Alors, Imen, son domaine d'activité, c'est plus la communication, la publicité. C'est l'une des publicistes les plus en vue du pays. Imen, tfadali. Alors, moi, je voudrais savoir, donc, vous avez été nommé au poste de ministre en janvier 2020, donc à l'issue de 17 mois de fonction, quel serait votre bilan par rapport... C'est une bonne question. En fait, le ministre... Alors, le 2 janvier 2020, pour être Le 2 janvier, oui. Ouais. En fait, le ministère, dans sa forme actuelle, existe depuis le remaniement du 23 juin. Voilà. Date à laquelle on a été rattaché au Premier ministère. D'accord. Juste pour vous expliquer, parce que bon, il y a eu un changement donc, les 3 gouvernements de Jarrad, plus celui-là, et là, c'est sous la tutelle du Premier ministre. Voilà. Très bien. C'est juste pour vous dire que le ministère, dans sa forme actuelle, donc le ministère délégué chargé de l'économie, de la commission des startups, enfin, auprès du Premier ministre, existe depuis... Pas longtemps, quoi. Non, enfin, une année. Ça dépend de ce que longtemps veut dire chez vous. 14 mois. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, pour résumer un peu la situation, dans un premier temps, il était nécessaire pour nous de mettre en place un socle sur lequel bâtir une politique publique. Parce que les startups, avant, on les trouvait même pas, en fait, dans la réglementation algérienne. C'était vraiment une sorte d'ovni. Donc voilà, donc, peut-être la mission principale, c'était vraiment de démarrer à partir d'un socle. Et la procédure de labellisation constitue un peu ce socle. Après, on a travaillé effectivement sur les différents avantages que nous allons accorder à ces startups. Il y a eu les avantages fiscaux, etc. Il y en aura d'autres à partir de la loi de finances prochaine et des autres textes qu'on est en train de préparer. Il y a eu également la création de fonds d'investissement pour les startups. Mais en parallèle, nous avons également travaillé sur d'autres mécanismes de financement. Le crowdfunding qui a été introduit dans la loi de finances complémentaire de 2020. On en reviendra peut-être après, parce que c'est un long sujet. Et également, on a eu également à modifier certains textes pour rendre la création de fonds d'investissement plus flexible. Et on va continuer à le faire dans la prochaine loi de finances. Donc ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, même si tout le monde regarde l'État, on va dire, quand il s'agit de financement des entreprises, dans tous les pays du monde, c'est le secteur privé qui finance, pas le secteur public. Voilà. Donc autant nous avons créé le fonds d'investissement, ASF, qui est très actif, qui aujourd'hui va bientôt dépasser les 100 participations, donc pour une période d'activité qui est relativement réduite, qui est aujourd'hui entièrement fonctionnel, donc qui est en train de financer des startups, etc. Mais franchement, le fait de le mettre en place avec le mindset startup, dans le sens prendre du risque, etc., ce n'était pas facile. D'autant plus qu'aujourd'hui, il fait de l'ingénierie financière. Le fonds, je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse, ce n'est pas une banque, donc c'est des prises de participation qu'il fait. Donc c'est des levées de fonds. Et il le fait soit en fonds propres, donc pour les startups qui sont déjà bien établies, qui ont déjà un capital intéressant, et pour les startups qui ont les petites, qui ne sont pas les early stage, qui représentent aujourd'hui 99% de l'écosystème, pour qu'on se mette d'accord, on opte vers d'autres mécanismes de financement, de l'ingénierie financière par exemple, on fait de l'investissement en quasi fonds propres. Donc ça marche très bien, ça a aussi l'avantage d'être Sharia compliant, même si bon, c'est pas un argument. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le fond. Nous avons également travaillé sur les mécanismes les soutiens d'accompagnement, donc notamment avec la création de Algeria Venture, qui est un accélérateur de start-up. Et par exemple, il y a le directeur de l'accélérateur qui est là. Tiens, il est venu. Voilà. Donc c'est ça les joies du direct en fait. Les gens rentrent. Je partage avec un. Merci. Donc, non, pour Algeria Venture, par exemple, je viens là d'une réunion avec un fonds d'investissement américain qui était là, avec plein de startups qui étaient en train de pitcher. Donc on a également un fonds d'investissement italien avec qui on va bientôt signer un MOU. Donc il y a même des fonds d'investissement étrangers qu'on est en train d'approcher via Algeria Venture, qui est un accélérateur que vous pouvez voir quand vous êtes coincé dans la circulation de la Rocade Sud, qui est au niveau du parc Dunia.
qui a également été créé durant cette période. Notre travail ne se résume pas à ce que nous avons fait dans le ministère, mais surtout ce qu'on essaie de faire et ce qu'on est en train de faire avec les autres ministères. Parce que comme vous le savez, notre secteur est extrêmement transversal. Parce que les problèmes des startups, au final, c'est les problèmes de tout le monde. Et par exemple, il y a quelque chose de très important qui a été fait, que vous connaissez sûrement, expert du digital que vous êtes, c'est les nouvelles réglementations par rapport à la Banque d'Algérie qui, enfin, deviennent plus flexibles pour le numérique. Donc il y a aujourd'hui, par exemple, pour l'exportation de services numériques, la possibilité d'avoir la rétrocession des devises à 100%. C'est une demande qui date de très longtemps, qui était vraiment ce qui a été travaillé en début d'été, si je ne me trompe pas. Exactement, avec la Banque d'Algérie, qui aujourd'hui a les portes grandes ouvertes, je précise. C'est vraiment quelque chose de... Mais aujourd'hui, il y a une ouverture. Par ailleurs, aujourd'hui, nous sommes également avec la Banque d'Algérie en train de travailler, on en a même parlé avec pas mal d'acteurs de la place, sur une législation, enfin un cadre réglementaire pour les PSP, les Payment Service Providers. Et notre objectif in fine, c'est qu'à partir de 2022, qu'on puisse avoir des PayPal, des Payzera algériens, etc. Donc ça, c'est une nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, c'est très ambitieux. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de dire, vous allez le voir dans le plan d'action de 2022, et tout ce qui a été inscrit dans le plan d'action de 2021 au titre de notre ministère a été fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur lequel on s'était déjà engagé et sur lequel on n'a pas au moins avancé. Il y a autre chose, un autre projet aussi. Pardon, je veux juste insister sur ça parce que c'est important. On en avait parlé à la précédente émission. Si je comprends bien, je suis un jeune start-upper, je crée ou je développe une solution, je la vends à l'étranger et je peux réceptionner mon argent de l'étranger en Algérie en devise. Effectivement. C'est ça, très bien. Effectivement. Mais après, il ne faut pas confondre des sujets, parce que j'ai parlé de ça et j'ai parlé d'un autre sujet. J'ai parlé aussi de la possibilité à des entreprises algériennes de développer des solutions de paiement. D'accord. Des PSP. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est un long sujet. Et c'est un sujet qui me passionne, donc je peux en parler pendant une heure. Ce serait bien vous pouvez revenir chaque émission spécialement en moyen de paiement. Parce qu'aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, nous, on est parti d'un constat très simple. C'est qu'on ne peut pas parler d'économie de la connaissance quand on a en face une économie qui est profondément attachée au cash. Voilà. Donc, l'économie de la connaissance implique dématérialisation. Voilà. Et partant de ce principe, aujourd'hui, l'une des urgences, c'est justement de faire en sorte qu'on ait plus d'inclusion des transactions, des paiements et une moindre dépendance du cash. Pourquoi les différents efforts qui ont été faits dans le passé en matière de e-payment n'ont pas marché? Parce qu'on était un peu dans une logique de les banques qui font tout, l'État qui fait tout, le public qui fait tout, le service public, enfin le secteur public qui fait tout. Alors que dans tous les pays du monde où les moyens de paiement électronique se sont imposés, c'était grâce à des acteurs privés. Voilà. Donc, quand on va par exemple en Europe, PayPal, en Chine, etc. Visa, même en Chine, même dans les pays où l'État est omniprésent, par exemple en Chine, ce qui a démocratisé le payment, c'était Alipay, WeChat Pay, Tencent Pay, etc. Donc, voilà, donc c'est partant de ce principe qu'on s'était dit qu'aujourd'hui il fallait avoir un cadre qui puisse permettre à des startups, à des fintech, on appelle les fintech, donc de proposer des solutions de paiement électronique qui seraient reconnues par la Banque d'Algérie, qui seraient reconnues au même titre que les banques comme des établissements de paiement. Et voilà, c'est quelque chose qu'on a fait. Peut-être je finirai pas que par... Bon, parce que vous m'avez demandé de faire ce qui a été fait en une année, donc bon, c'est difficile de résumer Je vous rassure, il nous reste une heure d'émission. Ça me donne l'occasion de donner rendez-vous à nos auditeurs dans 5 minutes. Oui. Et monsieur Yassine Oualid, ministre délégué chargé des startups et de l'innovation, va continuer à répondre à nos questions. À tout de suite. Merci. Paradise, feeling of the bright white snow. I'm alive. This could be it for all we know. Deuxième partie de Médiadique en direct sur Radio à l'échelle 3. Ce soir, un invité exceptionnel en la personne de monsieur Yassine Oualid, ministre délégué chargé des startups et de l'innovation. Il a accepté très gentiment de répondre aux questions de nos chroniqueurs. Iman Merad avait la parole juste avant la pause. Tu as une dernière question à adresser au ministre. Tfadli. Alors, moi, j'aurais souhaité savoir, est-ce que les actuelles startups participent-elles au PIB? Oui. Si oui, dans quel secteur? Et pouvez-vous nous donner des exemples concrets?
Oui, en fait, aujourd'hui, on a au niveau de notre ministère un dashboard. Oui, non, on calcule en fait l'apport. Déjà, on a une visibilité sur les chiffres d'affaires qui sont dégagés par chaque startup, et on calcule même d'autres des KPI comme l'EBITDA, etc. Donc, on a une idée un peu sur les revenus un peu des startups et combien, par exemple, combien d'emplois ils créent, etc. Notre objectif, c'est d'ici 2023 atteindre le chiffre de 5% du PIB hors hydrocarbures avec les startups. C'est un objectif qui est assez ambitieux parce que aujourd'hui ça représente le secteur industriel, hein, donc en Algérie. On pense que c'est possible parce qu'en Algérie, on a quand même des startups qui ont un potentiel extrêmement important. Voilà. Et puis, c'est aussi pour avoir des objectifs ambitieuse, parce que pour ne pas que le sujet des startups soit juste un effet de mode. Un effet de mode, voilà. Parce que voilà, c'est très bien par les startups, mais le plus important, c'est vraiment que ces startups-là puissent contribuer à l'économie nationale, sinon ça ne servira à rien. Et après, il ne faut pas voir juste un peu la participation dans le PIB, hein, parce que ce qui est encore plus important, c'est la capacité des startups à exporter. Voilà. Et là, moi je pense qu'aujourd'hui, on peut exporter beaucoup de services à partir de l'Algérie. Beaucoup de services, notamment dans le secteur du numérique. Donc il y a beaucoup d'activités, pas que dans les startups, hein, dans le numérique de manière générale, il y a beaucoup d'activités où on peut rapidement... c'est déjà le cas, monsieur le ministre, de manière peut-être un peu informelle, mais énormément de développeurs, par exemple, exportent leurs solutions. Voilà. Donc c'est ça en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons agi avec la banque centrale pour rendre les procédures d'exportation de services les plus faciles possibles pour les startups, notamment en enlevant les procédures de domiciliation et de pré-domiciliation, et en accordant aux entreprises dans le numérique la possibilité d'avoir la rétrocession à 100% des devises qu'ils génèrent en exportant. Donc je pense que c'est ça un peu les principaux KPI qu'il faut surveiller. Parce que dire participation au PIB c'est bien, mais aujourd'hui ce dont on a besoin pour l'économie algérienne, c'est beaucoup plus diversifier les exportations. Donc c'est ça un peu le... Mais est-ce qu'il y a de l'innovation ou c'est juste des modèles économiques, c'est-à-dire copiés? Est-ce qu'il y a des... Vous savez, innovation, c'est quand même un terme qui est très, très large. Vous savez qu'aujourd'hui, même une start-up qui arrive à développer en Algérie des technologies qui existent dans d'autres pays depuis des années, en Algérie, il faut toujours contextualiser. Par exemple, si on veut, par exemple, là, je donne ça comme à titre d'exemple. Oui. Si on parle d'industrialisation du pays, pour moi, industrialiser un pays, ce n'est pas importer des lignes, c'est fabriquer les lignes. Donc aujourd'hui, nous accompagnons par exemple un certain nombre de startups qui développent des machines à commande numérique, des fraises, etc., mais complètement homemade, 100% algériennes. On a même 2 actuellement qui fabriquent des bras robotisés. Donc c'est vraiment la base de l'industrie. On ne peut pas parler d'industrie parce qu'il faut toujours contextualiser. Ce qui marche dans notre pays pourrait ne pas marcher en Algérie. Évidemment. Et voilà, et vous n'allez pas me dire que par exemple les VTC, parce que Uber existe ailleurs, que en Algérie on ne va pas considérer que c'est une start-up. Il faut contextualiser. Ça c'est très important. Et ces start-up-là, elles peuvent également permettre à l'Algérie de sortir de notre dépendance technologique vis-à-vis de plein d'entreprises étrangères. Et ne serait-ce que pour ça, ces start-up-là méritent tout le support et tout le soutien de notre ministère. Pour donner un autre exemple, dans le secteur des hydrocarbures, il y a des quantités de devises impressionnantes qui sortent chaque année en services qu'on paye pour des sociétés étrangères dans le sud. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises algériennes qui aujourd'hui constituent une véritable alternative à ces entreprises-là. Donc on a fait par exemple un Open Innovation Day avec Sonatrach, où on leur a présenté plein de startups en Algérie qui ont développé des solutions, par exemple pour tout ce qui est well control, tout ce qui est qui sont concurrentielles, etc. Et qui aujourd'hui permettent à des entreprises comme par exemple Sonatrach ou d'autres d'avoir la même qualité de service que des entreprises étrangères et surtout de sortir de la dépendance technologique. Voilà. Donc c'est ça un peu ce que je voulais dire par rapport à l'apport des startups. Merci beaucoup Iman Meraz. Mohamed Lamine Boulfelfel qui nous vient de Constantine. Tfaddal. Bon, la question c'est, est-ce qu'il y a une réflexion pour l'adaptation du code des marchés publics à l'innovation, pour permettre aux startups de proposer des innovations pour le secteur public, ainsi de profiter de la commande publique
parce que je ne parle pas d'un système de quotas comme il a été convenu auparavant, mais vraiment une exception pour l'innovation. Effectivement. Alors en fait, c'est un grand sujet. Hein. Le Code des marchés publics est actuellement en cours de révision pour donner la préférence aux entreprises qui innovent, etc. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est toujours en révision. Par contre, là où je peux aujourd'hui dire des choses qui sont plus ou moins concrètes, c'est que le gouvernement a également œuvré pour mettre un cadre pour les partenariats publics-privés qui introduit la notion d'innovation. Donc c'est un modèle qui est très intéressant pour les startups parce qu'il y a beaucoup de startups qui développent des modèles qui se basent sur des services publics, par exemple digitalisation de files d'attente ou digitalisation de procédures administratives, etc. et qui pourraient s'inscrire dans ce cadre et qui auront beaucoup plus de flexibilité pour avoir des marchés avec le secteur public. Donc ça c'est un exemple concret que je peux vous donner qui facilitera probablement beaucoup aux startups l'accès au marché public. Après, je peux vous dire aussi que même si aujourd'hui la commande publique en Algérie c'est un levier qui est extrêmement important, mais nous on conseille souvent à des startups de développer des business models où ils ne se concentrent pas que sur la commande publique, parce que bon, il faut toujours avoir des plans B, C, etc. Donc autant la commande publique est importante, je suis parfaitement d'accord, et autant les startups doivent également réfléchir à ne pas avoir des business models où s'ils n'arrivent pas à décrocher un marché avec le public, leur solution est abandonnée. J'ai une deuxième question. Bien sûr, Mohamed. Que faut-il faire pour que l'écosystème algérien intègre les index comme le Global Startup Ecosystem Index, BELINK? Parce que quand on voit des petits pays, des nouveaux pays entre guillemets comme la Lituanie ou l'Estonie qui sont classés dans le top 20 et qu'ils ont des startups qui ont pour marché le monde, qui exportent mais que le modèle par naissance il est destiné pour le marché mondial. Ça dépend du classement en fait. Les classements startup dans le monde, il y en a énormément. C'est l'écosystème. Voilà, il y en a énormément. Et selon le classement, il y a différents critères qui sont choisis. Le nombre de startups, ce n'est pas du tout un critère qui est intéressant. C'est pas le nombre de startups. Voilà, il y a par exemple un classement qui s'appelle Startup Ranking, qui d'ailleurs quand vous tapez Startup Ranking, c'est le premier site qui va apparaître, qui est très connu, très populaire, à chaque fois il revient. Et c'est un classement qui n'est pas du tout pertinent parce que c'est les entreprises qui s'inscrivent et pour les classer, il prend en considération des informations comme le nombre de fans Facebook. D'accord. C'est pas tous les critères, pas tous les classements sont très pertinents. Après, là où pour nous, l'enjeu le plus important, c'est les classements qui classent les pays par levée de fonds, par quantité ou montant levé par les startups. Et c'est là où effectivement nous enregistrons un retard considérable. Pas parce que les startups algériennes sont mauvaises ou sont moins performantes que les autres pays, mais parce qu'on a été dans une logique dans le passé où investir en Algérie n'était pas chose facile. Donc aujourd'hui, c'est un problème qui est beaucoup plus complexe, qui ne concerne pas juste les startups, et qu'on essaie qu'on est en train de régler. Par exemple, en supprimant la règle de 51-49 dans la loi de finances complémentaire de 2020, en rendant plus facile la constitution de fonds d'investissement, etc. Donc, chose qu'on est en train de faire, etc. Donc c'est principalement ça qui va changer. Et puis aujourd'hui, moi je vous le dis maintenant, mais vous allez voir les chiffres à partir des prochains classements. Nous avons fait un effort au niveau du ministère. On s'était dit que plutôt que ces classements-là essayent d'avoir des données parfois approximatives de différents pays et qui sont parfois loin d'être, comme vous l'avez dit, il y a parfois des petits pays qui sont mieux classés. Cette fois, ce qu'on a fait au niveau du ministère, on le fait d'ailleurs depuis plus d'1 mois, on part nous-mêmes contacter les classements internationaux. C'est-à-dire qu'on part nous-mêmes leur donner des informations par rapport au nombre de startups, le nombre de startups qui ont levé des fonds à partir de l'Algérie, les fonds publics qui ont été mis à disposition des startups, etc. Donc on l'a fait avec un certain nombre de classements et on espère qu'à partir de cette année, les classements de l'Algérie vont évoluer dans... Comme M. le ministre a dit, il y a des classements qui ont des critères pertinents. Même si les universités, vous allez par exemple avoir des classements de visibilité des universités
Oui, donc, grosso modo, ils vont juste voir si le nombre de publications. Même pas, c'est vraiment qu'il y a un classement qui, à chaque fois qu'on retrouve un peu sur la presse, qui regarde un peu les CEO, les SEO, enfin l'optimisation des sites web, des universités, etc. Donc c'est pas tous les classements sont pertinents. Il faut vraiment lire quels critères sont utilisés. Pour moi, les critères qui sont les plus importants quand on parle de start-up, c'est levée de fonds. Voilà, c'est principalement parce qu'il y a des startups qui ne lèvent pas beaucoup de fonds, mais parce qu'ils sont rentables très tôt. Mais il y a aussi le critère de l'exportation, comme vous avez dit tout à l'heure, parce que l'enjeu principal, je crois, c'est d'avoir des startups qui peuvent avoir des services qui sont exportables, parce que j'ai donné l'exemple de la Lituanie. Parce que quand on voit qu'un pays, il a fait Skype. Skype, c'est une entreprise connue. Skype, c'est l'Estonie. Oui, c'est l'Estonie, voilà. C'est des petits pays qui peuvent avoir des applications, des startups qui sont... L'histoire de Skype, c'est vraiment... C'est une très belle success story parce que c'est une startup qui, à elle seule, tiré l'économie de tout un pays vers le haut. Voilà, tout à fait, c'est ça. Skype, c'est vraiment un exemple... Même un film qui parle de ça. Un film qui parle de ça, c'est vraiment un exemple incroyable. Aujourd'hui, il y a plein de success stories. Nous, on s'attend à avoir le prochain champion algérien. Vous savez, aujourd'hui, j'avais pas longtemps donné l'exemple de Zoom, qui, à lui tout seul, a une capitalisation boursière qui équivaut aux 15, à la somme des 15 plus grandes compagnies aériennes au monde. Donc vous prenez les 15 plus grandes compagnies aériennes au monde, la somme de leur capitalisation, c'est un peu moins que celle de Zoom. Donc ça a été aidé évidemment par la pandémie, oui, ça a explosé. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on n'est pas, j'ai envie de dire, à l'abri. On demande que ça. Hein. Voilà, d'une start-up algérienne qui va pouvoir rayonner un peu partout dans la région. Il faut rester optimiste et se dire que... Voilà. Mais c'est un certain nombre de conditions à mettre en place. Voilà, justement, c'est ça. Voilà. Parce que l'investissement, autant nous, maintenant on parle d'IDE, de fonds d'investissement, etc. C'est un problème qui est plus général, qui concerne toute l'économie et pas juste les startups. Donc, voilà. Mohamed Lamine, satisfait? Oui, très bien. Parfait. Karim Mbarek. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de présenter Karim Mbarek? Vous le connaissez, monsieur le ministre? Oui. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, moi, je veux remercier encore une fois d'avoir accepté l'invitation et je vais donner l'opportunité aux fans de la page, de l'émission, parce qu'ils ont posé un certain nombre de questions. On a choisi, moi, personnellement, j'ai choisi 3. Qui sont directes et simples, et je sais que vous aimez des questions directes. Par exemple, je vais vous dire tous les 3, après vous répondez. C'est par rapport, il y a des fans qui ont parlé de problèmes sur la plateforme Startup DZ, sur le formulaire, qui ne reçoit pas des réponses. Il y en a même qui ont dit par message que ça fait 4 mois qu'ils ont rempli le formulaire. Et quand est-ce sera la prochaine mise à jour du site? Voilà. Je réponds question par question. C'est quand vous voulez. Oui. Aujourd'hui, sur Startup.net, il y a 14 000 inscrits. 14 000 inscrits. Donc il y a énormément de demandes. Il y a 600 personnes qui ont eu le label. Donc aujourd'hui, l'utilisation de la plateforme est extrêmement fluide. Le fait qu'on se voit refuser le label ne veut pas dire que la plateforme... Non, là, pardon, monsieur, mais c'est pas refuser le label. Je suis désolé de préciser. Allez, de dire aussi. Hein. Bien sûr, ouais. Non, après, il y a un autre truc technique, aussi, voilà. c'est que voilà, il y a des personnes, par exemple, qui s'inscrivent mais qui font pas la demande à le label. Ça, c'est une personne sur 2 qui se plaignent. Parce qu'il y a des personnes qui s'inscrivent. Parce qu'il y a 3 labels, en fait. Il y a Projet Startup et Incubateur. Il y a des personnes qui s'inscrivent et qui attendent quelque chose. D'accord. Donc il faut s'inscrire et demander le... Il y a une V2 de la plateforme. Qu'on n'a pas lancé pour le moment, qu'on va lancer bientôt. Il y a une V2 qui va un peu rendre la chose plus intuitive. Mais on part du principe que c'est une personne, je ne vais pas être méchant, hein, surtout avec la personne qui a posé la question, mais quand on est start-up, on doit au moins pouvoir arriver au bout de... remplir un formulaire. Donc, vérifier. Donc, le formulaire, en fait, il y a quelques pièces jointes à mettre en place. C'est le registre de commerce, quelques pièces jointes. Et encore, hein, on est en train de réfléchir à supprimer les pièces jointes. Si certaines conditions sont réunies, on va supprimer quelques pièces. Par exemple, le RCI, il faudra juste mettre le numéro. Bon, c'est pour la V2. Mais pour la V1 aujourd'hui, c'est juste des fichiers à uploader. Et c'est tout. Donc, mais sinon, aujourd'hui, on traite pratiquement chaque réunion du comité. Il y a entre, selon les mois, hein, entre 150 à 300 demandes chaque 15 jours.
Donc je peux vous dire que si une personne a un problème, il faut qu'il se dise qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu le label, c'est c'est extrêmement fluide, etc. Donc le message c'est vérifier que vous avez vraiment demandé une... Oui, et je les invite aussi à envoyer un mail sur contact@startup.dz. Ils peuvent même mettre leur numéro de téléphone et on les appellera. Wow. On fait du support technique. Donc il y a une personne. Et c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Non, c'est sincèrement, je les invite à envoyer un mail parce que souvent, c'est des petits blocages. Par exemple, il y a des personnes qui essaient de loader par exemple, quand on envoie des fichiers, on accepte un certain nombre de formats. Oui. Par exemple, le PDF. Il y a des personnes, par exemple, sur des champs, on demande un PDF ou un fichier Word, par exemple. Un fichier zip ou un exécutable, tout ça se bloque. Donc, souvent, il y a comme ça il y a une fois, on a reçu quelqu'un qui nous a dit, moi j'ai la prestation de ma startup fait à 200 mégas. À un moment donné, avoir un fichier PowerPoint fait je ne sais pas combien de slides, c'est quand même. C'est une thèse, c'est pas. Non, mais même une thèse, c'est pas ça. Voilà. C'est impressionnant. Et malgré chaque fois qu'on a augmenté le nombre. Bon, c'est des détails. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ils peuvent simplement écrire un mail. Oui. Et il y a une personne au niveau du ministère qui gère aujourd'hui la plateforme qui pourra regarder et voir si elle peut. D'accord. Donc si vous ne recevez pas une réponse, soit c'est une faute d'orthographe dans le mail, soit le mail est arrivé en spam ou pas arrivé. Dans tous ces cas-là, choisir aussi le label. Je précise quelque chose de très important. Oui. On appelle les personnes qui ont le label et on appelle les personnes qui n'ont pas le label. Voilà. Il y a une personne au niveau du ministère. Chaque demande, on appelle les personnes. Oui. C'est pas juste le mail. Parce que des personnes qui disent, on les appelle un à un. D'accord. Les personnes, et il y a autre chose aussi. Les personnes qui, par exemple, oublient un fichier ou on voit 2 fois le même fichier, par exemple, et des personnes qui se trompent dans les pièces jointes, ils vous envoient. Ça arrive souvent. Oui. Voilà. On les appelle avant les réunions du comité. C'est-à-dire qu'il y a une personne chargée qui appelle les personnes. Donc voilà, après je ne suis pas en train de dire que la plateforme est parfaite. On va faire en sorte de l'améliorer progressivement jusqu'à ce que ça... Donc il faut envoyer un mail aux personnes, c'est-à-dire si vous avez un souci, envoyez au moins un mail pour expliquer votre problème. Deuxième question. Oui, la deuxième question c'est à propos des levées de fonds. Est-ce qu'une start-up algérienne maintenant peut éventuellement trouver des venture capital elles-mêmes à l'étranger qui vont financer. Est-ce que légalement c'est possible ou c'est pas encore possible? Bien sûr c'est possible. D'ailleurs il y a des startups algériennes qui l'ont déjà fait. C'est pas le problème n'est pas là. Le problème en Algérie, je vais répondre de manière extrêmement directe, voilà. Le problème c'est que durant des années nous n'avons même pas été dans les radars des venture capital. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a même pas été, même ceux qui ont eu des politiques d'investissement régionales, par exemple ceux qui investissent par exemple dans la région MENA. North Africa et Middle East, par exemple, là, ne s'intéressait pas à l'Algérie dans le passé. Pas pour un certain nombre de raisons, notamment le 55-49, etc. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça. J'ai un peu répondu à cette question avant. La question est beaucoup plus globale que c'est pas juste les startups qui ont souffert de ça. C'est toutes les entreprises de manière générale. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en une année. Énormément d'efforts. Il y a déjà eu ce courage déjà politique de supprimer le 55-49, c'est quelque chose de très important. Il y a également le cadre juridique qui englobe l'activité de capital risque en Algérie, qui n'était pas à jour, on va dire, qui n'était pas aux standards internationaux. Nous avons fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Il y a eu, si vous regardez dans la loi de finances complémentaire de 2020, donc il y a eu une suppression d'un certain nombre de règles prudentielles qui était vraiment un problème dans le passé, donc ces choses réglées. Dans la loi de finances, la prochaine loi de finances, il y aura également des nouveautés dans ce sens. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte que le cadre réglementaire pour le capital risque en Algérie soit au même niveau que les standards internationaux. Voilà. Et il y a un autre effort qu'on est en train de faire, très important, c'est d'attirer les fonds d'investissement étrangers, c'est de les pousser à venir en Algérie. On le fait, il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui ont manifesté leur intérêt de différents pays. D'ailleurs, je viens d'une réunion avec l'un d'eux à l'instant. C'était d'ailleurs au niveau de l'accélérateur Algeria Venture. Il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui s'intéressent enfin à l'Algérie. Donc ça, c'est je pense, une information qui est importante. Ah, ça, je ne pensais pas. Il y a une start-up qui est installée au Cyberpark Sidi Abdallah, qui travaille dans l'IoT depuis plusieurs années. Elle a même fait des formations. Alors, IoT, Internet of Things. Internet of Things.
Ils se sont penchés maintenant sur tout ce qui est sensor, tout ce qui est capteur dans des entreprises. Par exemple, dans une entreprise qui a un process de fabrication, une chaîne de fabrication, il l'équipe de capteurs qui communiquent entre eux avec une fréquence qu'ils appellent SIM. C'est une fréquence libre à l'international. Les objets IoT, c'est-à-dire je ne parle pas de Swatch et l'industrie, ils utilisent cette fréquence pour communiquer, pour que les sensors communiquent avec tout ce qui est automatisme, tout ce qui est... Cette fréquence, elle est réglementée. C'est l'ANF. L'ANF, voilà. Lui, il m'a demandé de vous poser la question, c'est ce que je fais. C'est que quand il installe, il faut mettre non seulement l'endroit, la géolocalisation de l'instrument qu'il a installé, c'est très contraignant. C'est possible de le faire quand il y a 5-6 capteurs, mais dans une usine énorme où il y a 500 ou 600 000 capteurs, c'est plus du tout évident. Donc il demande, est-ce que votre ministère peut éventuellement réfléchir aux gens qui investissent déjà dans l'IoT pour essayer d'éliminer ce problème En fait, sans rentrer dans le détail technique, parce que je vais essayer de rester dans ma peau de ministre et de technicien, mais aujourd'hui, il y a différents standards internationaux. Donc vous avez les normes européennes, les normes asiatiques et même des normes d'autres pays. Au niveau de l'ANF, on a été un peu dans des normes qui n'étaient ni européennes, ni asiatiques, etc. Donc c'est ça ce qui faisait que les procédures d'homologation au niveau étaient un peu compliquées. L'ANF ne dépend pas de notre ministère, elle dépend du ministère des Télécoms. Pour, par exemple, les startups qui étaient dans tout ce qui est RFID, nous avons réglé ce problème. Donc, pour un certain nombre de startups. C'était vraiment un problème qui était récurrent. Une bonne nouvelle. Mais après... c'est très important à souligner, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réflexion de fond pour remplacer les autorisations préalables au niveau des agences de régulation, d'homologation, etc., par des contrôles a posteriori. Ça concerne l'ANF et ça concerne d'autres agences sans citer les notaires. Parce que le problème, parce qu'à chaque fois, il faut qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, qu'on agit sur les masliknash, parce qu'il y a chaque jour il y a de nouvelles. Donc la réflexion aujourd'hui qu'on essaie de mener avec les différents secteurs concernés, parce que je rappelle que ça dépend du ministère de la Poste et des Télécommunications. La réflexion qu'on essaie de développer, c'est contrôle a posteriori. Ici, il y a des risques de sécurité, etc., contrôler a posteriori. Voilà. Très bien. D'autant plus que, franchement, ce n'est pas hyper sensible comme activité, parce que c'est limité géographiquement. Limité dans la distance, c'est la même chose. Mais pour le moment, tant que la réglementation n'a pas évolué dans le sens que nous on veut aujourd'hui, c'est en cours. Nous intervenons au cas par cas. J'ai donné l'exemple des fournisseurs de solutions RFID. Nous avons effectivement intervenu pour deux d'entre eux, et qui ont réglé un peu leurs problèmes. Je vous remercie à leur place. Merci, Monsieur le ministre, de faire ça. Voilà, allez, on s'intéresse maintenant au volet universitaire, Monsieur le ministre, parce que nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Fergani Belgassem, une sommité de Babzouar que vous connaissez sûrement. Bonjour, professeur. Bonjour, je suis pas une sommité. Mais si c'est votre modestie, évidemment, qui s'exprime, voyons. Alors, vous avez pas mal de questions à poser au ministre. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, voilà, moi j'aimerais rebondir sur la stratégie de votre département concernant la synergie avec les autres départements ministériels. Okay. Notamment, ce qui m'intéresse, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je pense que vous avez développé un certain nombre d'actions dans ce sens. Vous avez même initié, je crois, aussi des protocoles de coopération, de partenariat dans ce sens. Et parce qu'on s'accorde que l'entrepreneuriat ou le développement des startups, c'est avant tout une affaire de mindset par excellence. Et pour développer le mindset, il n'y a pas mieux que le vivier universitaire, notamment dans les aspects de formation. Je vous l'ai dit et je le pense toujours, que le développement des startups et d'entreprises innovantes est un processus à long terme. Et ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas un effet qui peut, à mon avis,
être à moyen terme ou court terme. C'est un processus qui peut, à mon avis, s'insérer, qui doit s'inscrire dans la durée, afin que ça puisse mûrir convenablement et qu'on puisse avoir des startups comme celles qui existent. Moi, je pense que l'université doit un petit peu se développer dans le sens de la formation de ce mindset. Voilà, donc ma question, est-ce que cette énergie commence à donner ses fruits parce qu'au fait, votre département, bon, il est en train de travailler, de mettre en place l'écosystème réglementaire dans ce sens, mais il y a un aspect de formation de l'esprit qui doit être notamment, elle doit commencer peut-être même dans les départements de l'éducation, et notamment dans l'université, où on doit assister à l'éclosion notamment de spin-off à partir des laboratoires de recherche. Bonne question. Très bonne question. Voilà. En fait, aujourd'hui, effectivement, il y a eu un protocole d'accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Le résultat, parce que en Algérie, c'est souvent des protocoles qui sont signés, mais après, il faut aussi parler résultats. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des incubateurs universitaires qui se créent un peu partout en Algérie. D'ailleurs, chez vous, à l'USTHB, il y a aujourd'hui un incubateur qui est actif. Voilà. Donc il y a énormément d'incubateurs qui ont été créés depuis. Dans pas mal de wilayas du pays, certains qui sont extrêmement actifs. Oui. Je citerai quelques-uns au niveau de Msila, qui sont extrêmement actifs, Rsantena, au niveau de Tlemcen, donc Boumerdes aussi, qui sont extrêmement actifs. Et aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de startups qui nous viennent de ces incubateurs universitaires. Voilà. Donc c'est le début de quelque chose. Ça, c'est très important pour nous parce que les incubateurs universitaires ont cette particularité d'avoir une proximité avec les étudiants. Donc c'est ça ce qui fait un peu leur importance. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, nous avons également milité pour que l'université soit plus ouverte au monde entrepreneurial. L'entreprise. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, par exemple, il y a de plus en plus d'universités qui ont mis dans leur conseil d'administration des représentants du secteur économique. Par exemple, des nouvelles écoles supérieures de mathématiques et d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et puis, last but not least, on a aujourd'hui au niveau du ministère énormément de personnes qui nous viennent du secteur universitaire et qui décident de lancer leur start-up. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, je vous le dis, je ne vais pas donner de détails parce que ce n'est pas effectivement notre secteur, mais le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de travailler, il est en train vraiment de faire une réforme extrêmement intéressante sur les activités de recherche en entreprise pour créer des ponts entre l'entreprise et entre le... Oui, justement, il y a aussi la question le statut de l'étudiant entrepreneur. On en a parlé la dernière fois, effectivement. Je vais répondre de manière très directe. Je ne pense pas qu'on a besoin de ce statut. Il y a rien qui empêche un étudiant d'être entrepreneur en Algérie. Oui. Voilà. Donc on n'a pas obligé de créer un statut pour tout. Donc voilà, vous voulez un peu mon avis. C'est peut-être, oui, votre avis. Voilà. Mais au fait, c'est dans le sens où le cursus de formation soit peut-être plus axé sur des matières où on inculque justement cet esprit entrepreneurial à l'étudiant. Moi, je partage avec vous votre avis. Et c'est pour ça que je dis peut-être que sans aller explicitement vers ce statut, on pourrait peut-être développer un peu plus des modules ou des cursus de formation sur le management de projet, sur l'innovation et l'entrepreneuriat dans le cycle universitaire. Moi, je pense que ça c'est une question qui concerne beaucoup plus le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je sais pas si vous connaissez sûrement les formations ingénieurs entreprendre. Voilà, c'est ça. Oui, on avait ça, allez-y. Voilà. Et la personne qui était derrière ça,
derrière ce programme qui s'est développé dans pas mal d'universités du pays, c'était M. Benziane, qui est actuellement ministre de l'enseignement supérieur. Donc c'est quelqu'un qui porte à cœur le sujet de l'entrepreneuriat de l'université. Amateurs de sciences, de high-tech et de digital, Médiatique, votre nouvelle émission sur la 3 est faite pour vous. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, club étudiant, recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel et ses chroniqueurs, chaque jeudi, de 17h à 19h, en direct sur Radio Alger Chantal. Et c'est la dernière ligne droite de Médiatique, votre rendez-vous si vous êtes féru de recherche scientifique et de nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'était un invité exceptionnel qui nous a fait le plaisir de venir dans l'émission, en l'occurrence monsieur Yassine Oualid, le ministre délégué chargé des startups et de l'innovation. Il nous reste 2 chroniqueurs, encore une fois, qui ne sont pas encore passés sur le grill pour poser leurs questions au ministre. C'est le tour tout de suite de Rami Zemouchi. Alors Rami est ingénieur en informatique, il est entrepreneur, il est aussi vidéaste, il est multicasquette. Tfaddal. Merci beaucoup Reda, bonsoir monsieur le ministre. Monsieur le ministre, pour vous, j'ai une petite question qui concerne beaucoup plus le process depuis la création du ministère. On a vu qu'il y avait les textes de loi, les labels, etc. Mais au bout d'un certain moment, peut-être 1 année et demie, je sais pas, je sens et peut-être qu'on sent aussi que c'est peut-être la fin d'un cycle d'activité ou d'approche que vous avez décidé les premiers mois de votre nomination au ministère. Est-ce que c'est vraiment la fin d'un cycle ou est-ce qu'on pense aussi à des mesures ou des actions qui vont être dans le long terme? Et quand on parle de long terme, c'est comme on voit dans certains pays 2060, 2050, etc. Non, en fait, c'est même le début de quelque chose. Hein. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Parce que la mise en place d'un cadre réglementaire, etc., ça c'est vraiment on va dire les bases. Mais aujourd'hui, les sujets sur lesquels on est en train de travailler, qui sont des sujets de fond, c'est comment nous pouvons faire en sorte que les startups arrivent à accéder rapidement au capital. Donc comment nous pouvons faire en sorte que les financements aillent vers l'innovation, vers les startups. Donc c'est ça un peu les sujets aujourd'hui sur lesquels on est en train de travailler. Je n'ai pas eu l'occasion depuis le début de l'émission de parler un peu de ce qu'on est en train de faire, parce que la seule question qui m'a été posée sur le programme de notre ministère concerne ce qui a été fait l'année dernière. Ah bah, très bonne question alors. Voilà, donc je vais répondre à une autre question, c'est qu'est-ce que je compte faire, qu'est-ce que nous comptons faire à partir de... Et sur le long terme évidemment. Voilà, donc de cette année et de l'année prochaine. Ouais. Donc aujourd'hui, nous avons également un plan d'action qui est quand même beaucoup plus ambitieux en fait, parce que c'est un plan d'action qui dépasse un peu le simple fait de créer un cadre réglementaire et pour les startups, et qui va beaucoup plus vers comment nous pouvons faire en sorte pour que toute l'économie nationale converge vers cette idée toute simple que c'est les startups, c'est l'innovation qui doivent être prioritaires dans les financements, dans la commande publique, etc. Vous avez peut-être certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de lire le plan d'action de notre ministère pour cette année. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire. Donc il y a effectivement de nouvelles actions qui ont été inscrites. Par exemple, le fait d'encourager la recherche et développement à l'intérieur des entreprises, parce que notre ministère n'est pas que le ministère des startups, c'est aussi le ministère de l'économie et de la connaissance. Donc l'une de nos priorités cette année, c'est de faire en sorte que les entreprises algériennes investissent plus sur la R&D, la recherche et développement. Et je vais un peu m'étaler sur ce sujet-là. Ça, parce que ça, c'est une question fondamentale. Aujourd'hui, nous avons eu en Algérie des entreprises qui investissaient très peu dans la recherche et développement, qui étaient beaucoup plus dans des aspects purement commerciaux. On a eu des entreprises qui grandissaient, qui se développaient, comme moi j'aime le dire, à l'horizontale et non pas à la verticale. Ça veut dire qu'au lieu de réinvestir dans la recherche et développement pour monter en intégration, en compétences, en valeur ajoutée, préférer se diversifier. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec plein de groupes qui font absolument tout, de la bouteille de jus jusqu'au smartphone. Donc vraiment pour vous dire que on a été dans une économie où on n'était pas à la recherche en fait de valeur ajoutée, etc. La question de la R&D est fondamentale. Pourquoi ? Parce que on peut pas bâtir une économie sérieuse, ambitieuse, si les entreprises n'investissent pas sur la recherche. Voilà. Ça c'est un fait. Si on parle de R&D, c'est M. Fergani qui est là, oui, qui peut aussi en témoigner. On a été également en Algérie un pays où
on a eu très peu d'investissements dans la R&D. Aujourd'hui, la R&D représente 0,1% du PIB algérien, quand elle représente 3%, 4% dans des pays de l'Asie du Sud-Est. Donc il y a effectivement cet effort que nous devons faire pour que, de manière très intelligente, on pousse les entreprises à investir plus sur la R&D. Moins le secteur public et plus le secteur privé. Parce que la R&D en Algérie, non seulement elle est insignifiante, et en plus de ça, les principales entreprises qui font de la R&D en Algérie sont dans le secteur public. En plus. C'est-à-dire que le secteur privé en Algérie représente vraiment une infime partie de la R&D. Très peu d'entreprises privées aujourd'hui font de la R&D, et ça, vraiment, à la limite, on les connaît tous. Voilà, les grands acteurs. Ça, c'est très peu. Même les grands acteurs, pas tous les grands acteurs font de la R&D. Ça, c'est un sujet fondamental. Parce que si les entreprises ne se sentent pas dans l'obligation de faire de la recherche et de l'innovation, ils ne vont jamais aller solliciter des startups. On ne va jamais être dans un écosystème qui est propice à l'innovation. Ça, c'est une question fondamentale. Parce qu'on peut parler de start-up durant des mois, des années, comme une tendance politique, ou là, comme je sais pas, comme une personne l'a dit tout à l'heure, comme un effet de mode. Un effet de mode, voilà, un effet de mode, cherchez le mot. Sans réellement changer les choses. Donc aujourd'hui, ça c'était un premier volet, et nous avons également, on s'était dit que on pouvait profiter de ce retard-là pour faire une sorte de saut qualitatif. Ça, on utilise souvent ça dans les programmes, dans le domaine des startups. Par exemple, en développant un peu l'open innovation, l'innovation ouverte, parce qu'aujourd'hui c'est une tendance mondiale. Donc les entreprises, plutôt que d'investir dans la R&D en interne, on a remarqué qu'il y avait effectivement un meilleur retour sur investissement en externalisant les travaux de R&D au niveau de start-up, de centres de recherche, d'incubateurs, etc. Qui sont spécialisés dans ça. L'exemple que tout le monde connaît, que tout le monde a peut-être pu constater très récemment, c'est l'exemple Pfizer et BioNTech. Donc plutôt que le géant Pfizer du médicament, plutôt que de travailler sur un vaccin, a décidé, voilà, et ça a très bien marché. Donc aujourd'hui, on est également en train de travailler sur un cadre pour l'open innovation, pour encourager les entreprises publiques et privées à, soit vous faites de la R&D et vous êtes récompensé pour ça, soit vous ne faites pas de la R&D, mais vous externalisez ça et vous profitez des mêmes avantages. Ça, c'est quelque chose de fondamental sur lequel on est en train de travailler. Et notre objectif, in fine, c'est de pousser les capitaux à aller vers les startups. Parce que ça ne sert à rien d'être dans un système monopolistique où vous avez l'État qui fait tout. Moi, j'y crois pas, personnellement. Moi non plus. Autant ça a montré ses limites. Voilà, autant nous, on est en train de mettre en place, de faire un peu, j'utilise souvent le mot, effet catalyseur, en créant Agile Startup Fund, l'accélérateur, etc. Donc c'est vraiment des actions que nous sommes en train de faire pour essayer de bousculer les choses, pour faire bouger un peu l'écosystème. Et autant, la question de fond que nous sommes en train de régler aujourd'hui, c'est de pousser le secteur privé à investir plus sur la recherche, à investir plus sur l'innovation, à être plus ambitieux. Donc c'est là où on considère qu'aujourd'hui notre secteur peut vraiment avoir un effet de levier sur les... Après, peut-être que je peux m'étaler un peu plus sur le programme, je ne sais pas. Non, ça va, je pense que... Il vous reste 14 minutes, ouais, et pour ne pas laisser Amin Zalak... On a Amin Zalak qui n'a pas encore pris la parole, il a fait Alors, d'autres questions rapides, monsieur le ministre. Très rapide, s'il te plaît. Vous avez promis de partager les noms des labels, etc. Est-ce que vous comptez le faire toujours? Les labels, les entreprises qui ont le... En fait, effectivement, c'est la V2 de la plateforme. Que nous n'avons pas lancé pour la simple raison qu'on s'est dit on va faire d'une pierre deux coups. En même temps on va lancer la V2 et en même temps on va la lancer avec la nouvelle configuration du comité de labellisation. D'accord. Donc, et on n'a pas voulu la faire jusqu'à ce qu'on consulte tout l'écosystème, donc chose qu'on a faite. Donc on a réuni tout le monde, il y a tout le monde qui est venu pour nous donner un peu... parce qu'aujourd'hui c'est simple, on s'est dit on va se donner 6 mois et on va s'évaluer au bout de 6 mois pour voir si on répond aux attentes des gens ou pas. Donc au bout de 6 mois, on a réuni des personnes qu'on considère comme étant représentatives de l'écosystème. Il y avait par exemple Karim Mbarak et d'autres personnes, le GAN, etc. Donc il y a un certain nombre de personnes qui sont venues pour un peu exprimer leur retour sur expérience. Et à partir de là, il y a eu un nouveau texte. Donc pas un nouveau, l'ancien qu'on a modifié pour un peu répondre aux besoins de chacun. Et on s'était dit on va faire le lancement des deux à la fin. La nouvelle mouture de texte qui introduit de nouvelles mesures, de nouvelles conditions pour accéder au label, etc. Et la nouvelle plateforme. Très bien. Parfait. Lamine Zalak. Monsieur le ministre, bonsoir. Ravi de partager avec vous ces moments-là. Alors, Lamine est ingénieur en informatique, il travaille chez Algérie Télécom, il est très très impliqué depuis des années dans le milieu associatif.
Voilà. Très bien. Très bien. Donc j'ai deux questions essentielles à vous poser. La première, vous avez dit, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le secteur privé. Donc aujourd'hui, le financement des startups peut être fait par le secteur privé. Et là, je parle essentiellement du financement participatif, le crowdfunding, et pourquoi pas aussi le statut de business angel. Votre secteur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait dans ce sens pour encourager justement ces deux modes de financement? Ok, là je vais ajouter un troisième, dès que je réponds à... Allez, désolé. Voilà, alors on va parler optimisation, crowdfunding, business angel, VC. Voilà. Donc, on commence par crowdfunding. Crowdfunding, en fait, on a introduit un cadre juridique, donc un ancrage juridique au niveau de la loi de finances de 2020, complémentaire de 2020. Oui, on a parlé pour la première fois de ce mode de financement au niveau d'une loi de finances, donc ça a été introduit. D'ailleurs, ça a très bien été repris par la presse internationale, parce que on est l'un des tout premiers pays en Afrique à reconnaître officiellement le crowdfunding comme un mécanisme de financement à part entière. Après, il y a eu la deuxième étape que nous avons finalisée également, c'est la création d'un statut pour les plateformes de crowdfunding. Donc ce qu'on appelle nous les conseillers en financement participatif. Donc c'est une action commune que nous avons entrepris avec la COSOP, donc qui est le régulateur du marché financier en Algérie, la commission d'organisation des opérations en bourse. Voilà. Et ce texte est prêt. Donc il est prêt, il est au niveau du ministère des Finances, il attend la publication. Et dès lors que ce texte sera publié, il sera possible pour des plateformes de crowdfunding d'opérer de manière complètement légale. Voilà. Parce que le crowdfunding, c'est une activité qui est régulée, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qu'il faut surveiller. Parce que voilà. Moi, j'y crois beaucoup au crowdfunding. Dans un pays comme l'Algérie, ça ne peut que marcher parce que le crowdfunding est culturel en Algérie. On n'a même pas besoin d'un mot en anglais, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les régions du pays, vous allez trouver des incendies, trucs. Et même si on revient un peu la Twiza, c'est vraiment culturel. C'est ancré dans la culture algérienne. Donc moi, personnellement, j'y crois. Ça ne peut que marcher en Algérie. Et ça ne va pas juste impacter le financement des startups. Ça peut même impacter d'autres financements, par exemple les projets caritatifs, culturels, etc. Donc voilà. Pour la partie business angel, les business angels, c'est des particuliers qui investissent sur des startups, donc des personnes physiques. Voilà. Dans certains pays, il y a des mesures incitatives qui sont mises en place pour encourager les entreprises, les personnes à investir sur des startups ou autre chose, notamment des avantages par rapport, par exemple, à l'impôt sur la fortune. Voilà. Aujourd'hui, même l'impôt sur la fortune est quelque chose de très nouveau pour l'Algérie. Ça a été introduit récemment. Bon, et j'ai pas envie de m'étaler sur ce sujet parce que ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est un gros sujet. Aujourd'hui, on a inscrit ça dans le plan d'action du gouvernement, à défaut d'avoir des mesures incitatives d'ordre fiscal, comme c'est le cas dans certains pays. On s'était dit que notre ministère pourrait au moins exposer des startups à de potentiels investisseurs. C'est ce qu'on fait avec Algérie Venture. nous avons par exemple hébergé la dernière réunion du Casbah Business Angel, qui est une magnifique initiative d'investisseurs algériens qui investissent chaque 2-3 mois sur un pool de start-up. Et on a également d'autres investisseurs qui sont intéressés d'adhérer à ça. Et nous avons par exemple inscrit dans le plan d'action de cette année la création d'un Business Angel Network, voilà, dans lequel nous avons ramené des investisseurs, ramené des startups et faire le matching. Et par rapport au VC, j'ai répondu, je pense, en partie à cette question tout à l'heure. Pour les VC algériens, c'est-à-dire constitués de droits algériens, d'entreprises algériennes, par exemple, qui veulent... Là, on a facilité les procédures pour la création de fonds d'investissement, etc., notamment dans l'autre finance complémentaire de 2020. Nous allons, à partir de 2022, encourager également tout ce qui est corporate venture, c'est-à-dire les entreprises qui veulent activer ou avoir une activité dans le financement des startups. Et pour ça, donc il y avait effectivement pas de cadre, et ça va se faire à partir de 2022. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Pour les VC étrangers, je pense que j'ai répondu tout à l'heure à la question. Tout à fait. Voilà. Lamine, ta dernière question. Ma dernière question, ça sera au niveau du développement local. Aujourd'hui, vous êtes parti à Ardaya, vous allez partir à Constantine, et je crois que vous avez découvert qu'il y a des potentialités, il y a des startups qui se font surtout au niveau des wilayas du sud. Comment encourager aujourd'hui les autorités locales à travailler et à développer je crois que ces startups peuvent aider les administrations au niveau local à se développer et aller dans l'innovation et la transformation. Moi, je vais vous dire quelque chose.
Nous avons effectivement organisé un événement à Alger, nous l'avons fait à Oran, nous l'avons fait à Ghardaya, nous allons bientôt le faire à Constantine. À Ghardaya, ce que nous avons fait, j'aurais jamais cru de ma vie le voir. Voilà. Ce que nous avons vu à Ghardaya était absolument incroyable. Donc il y avait des startups qui venaient de toutes les wilayas du sud, qui étaient d'un niveau de technicité impressionnant. Ouais. On avait des personnes qui maîtrisaient l'anglais, mais de manière on a eu l'occasion de les recevoir une fois dans les émissions. Nous avons franchement, nous avons eu des associations scientifiques qui participaient à des concours de robotique en Corée du Sud, à Singapour, etc. Donc nous avons été impressionnés. Et nous avons constaté la chose suivante. C'était que durant des années, toutes les caméras étaient braquées sur Alger. Oui. À tel point que nous avons complètement omis, nous avons complètement délaissé ce qui se passait en dehors d'Alger. Donc c'est effectivement l'une des raisons pour laquelle on se déplace et on essaie de fédérer tout le monde autour de conférences régionales. J'ai cité celle de Ghardaya, il y a eu toutes les wilayas du sud qui ont participé. Il y a des gens qui sont venus de Adrar, il y a des gens qui sont venus de Tindouf, de Béchar. Nous allons faire la même chose au niveau de Constantine. Parce qu'aujourd'hui, c'est simple. Si on regarde un peu start-up, il y a un ami récemment qui m'a dit les start-up c'était un peu comme le Kishaf Azman. À chaque fois qu'il y a un événement, on les appelle. Après, on n'entend plus parler d'eux. Donc c'est vraiment c'est ça ce qui est jolie métaphore. Donc bon, même si j'apprécie énormément Kishaf. D'ailleurs, on les a reçus il y a une semaine. Mais c'est ça la chose, c'était que on sent que c'est des personnes c'était des personnes qui faisaient beaucoup d'efforts, mais qu'on appelait que pour des actions ponctuelles et on les oubliait. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment fait un travail pour nous rapprocher de ces gens-là. À chaque fois qu'on organise ces conférences régionales, il y a beaucoup de personnes qui font la demande de label, qui sont financées. Donc c'est pas juste la conférence qu'il faut voir, c'est tout ce qui se passe après. Mis à part les disrupts qu'on a organisés, on se déplace beaucoup dans les wilayas. Pratiquement à chaque semaine, on se déplace dans une wilaya. Donc on va beaucoup, à défaut de pouvoir avoir des démembrements du ministère dans toutes les wilayas, parce c'est un nouveau ministère, on essaie vraiment d'être partout. Et je crois fermement dans le fait que le talent algérien est partout. Donc moi personnellement, j'y crois. Voilà, j'y crois. Parfait. Est-ce que quelqu'un autour de la table a une dernière question? Il nous reste 3 minutes d'émission. Oui. Profitant de la présence du ministre. Professeur Fergani. Merci. Courte, s'il vous plaît. Oui, courte. C'est juste pour appuyer les dires de Monsieur le ministre concernant la recherche développement au sein des entreprises et notamment publiques. Moi, je pense que c'est une nécessité, notamment dans le secteur public, parce que nous sommes dans une ère de rationalisation de l'économie. Et quelqu'un qui rationalise son économie, il doit optimiser. Et cette optimisation ne peut se faire qu'avec la recherche et développement. Je pense que je salue votre initiative d'être catalyseur dans ce domaine. Et j'espère aussi que les autres départements ministériels vont suivre. Et donc développer cet aspect-là, soit en interne, soit en externe, et l'université peut être un grand apport dans ce domaine-là. On est parfaitement d'accord sur ça. Voilà. C'est l'essentiel. Si vous avez d'autres questions. Je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Ça me donne l'occasion de vous poser moi-même une question. Est-ce que vous êtes prêt à revenir ici même dans 3 mois pour refaire exactement la même chose et pour suivre évidemment l'évolution de tous les dossiers que vous venez de mettre sur la table? Avec grand plaisir. Tu vois comment on négocie une invitation sur place? Très bien. En tout cas, monsieur le ministre, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de venir dans cette émission. Merci beaucoup aux chroniqueurs de l'émission, le professeur Fergani Belgassem, Mohamed Lamine Boulfelfel, Iman Merad, Ramiz Mouchi, Jalal Bouabdallah, Karim Mbarak et Lamine Zlag. Quant à toi, ami auditeur, que je tutoie, n'oublie pas, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde. Et à jeudi prochain. Amateurs de sciences, de high-tech et de digital, Médiatique, votre nouvelle émission sur la 3 est faite pour vous. Chaque semaine, Reda Menassel et ses chroniqueurs vont faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, club étudiant, recherche scientifique et de nouvelles tendances. Médiatique, présenté par Reda Menassel et ses chroniqueurs, chaque jeudi, de 17h à 19h, en direct sur Radio Alger Champ.